Alors aujourd'hui, ça va être notre dernière séance sur les révisions concernant les convertisseurs. La prochaine sera consacrée pour les contrôles, Inch'Allah. Alors, on a déjà vu les convertisseurs ACDC, ça veut dire les redresseurs, qui vont convertir de l'alternative vers le continu. Aujourd'hui, on va voir les convertisseurs DC, qui vont convertir du continu vers le continu variable. On va voir une petite révision concernant les hacheurs et les gradateurs. Alors, c'est quoi un hacheur? Alors, les hacheurs réalisent une conversion continue en modifiant les valeurs de sortie. Ça veut dire la valeur moyenne de la tension de sortie. Il assure le transfert de l'énergie depuis une source continue vers une charge alimentée aussi en... La charge doit être alimentée aussi en continu. Il assure l'interruption périodique. Alors, comment ils vont faire l'alimentation en continu variable? Ils vont interrompre périodiquement, bien sûr, en respectant certaines périodes, le courant d'une source continue vers un récepteur qui fonctionne sur une source alternative. Et vont faire varier la tension moyenne de la tension Vs entre 0 et VE. On a deux types de hacheurs. On a le hacheur dévolteur et on a le hacheur survolteur. Le hacheur dévolteur, généralement, la tension Vs va être inférieure ou égale à VE. Le hacheur survolteur, bien sûr, la tension de sortie va être plus supérieure que celle de l'entrée. Alors, les hacheurs jouent ainsi le rôle de transformateur de courant, abaisseur ou élévateur. Alors, ils fonctionnent en commutation forcée. Ça veut dire qu'ils nécessitent des semi-conducteurs à fermeture et à ouverture commandée. La fermeture et l'ouverture doivent être commandées et non pas naturelles. Que l'on symbolise sur les schémas, bien sûr, par deux gâchettes que vous avez. Normalement, le thyristor, qu'est-ce qu'il a? Un thyristor, il a une ouverture commandée et une fermeture naturelle. Mais dans notre cas, on aura besoin d'un interrupteur qui va être à fermeture commandée et à ouverture commandée. On dit souvent que le cas, ou bien cet interrupteur-là, est un interrupteur électronique commandé unidirectionnel, car les interrupteurs semi-conducteurs ne permettent pas d'inverser le courant. Et il s'ouvre et il se ferme avec une fréquence élevée, hachant ainsi le courant débité par la source. Très bien. Alors, essayons de voir ici un exemple. Alors, vous avez ici une tension E qui est continue. Enserrée avec votre interrupteur à ouverture et à fermeture commandée. Et vous avez votre récepteur ici. On va choisir une période d'ouverture et de fermeture, soit la période T. Et dans cette période, il y aura les deux cas. Ici, la fermeture de l'interrupteur. Ici, l'interrupteur, il est ouvert. Alors, de 0 jusqu'au alpha T, le alpha T, on peut dire c'est le rapport cyclique. Bien sûr, c'est le rapport cyclique que vous avez ici. De 0 jusqu'au alpha T, vous avez votre interrupteur, il est fermé. De alpha T à T, vous avez l'interrupteur qui est ouvert. Qu'est-ce qui va se passer? La tension au bord de la résistance va suivre, bien sûr, va être égale à E dans ce cas, et elle va être de 0 dans ce cas. Ainsi, on peut calculer la valeur moyenne
VC moyenne va être égale à la fin à alpha E. Elle va dépendre de alpha. Elle va être proportionnelle directement à alpha. Et puisque alpha, dans ce cas, elle varie entre 0 et 100, on a ici le symbole d'un racheur dévolteur. Alors, comment choisir le type de semi-conducteur qu'on va utiliser dans notre racheur? Le rôle de l'interrupteur, qu'on le note K, il peut être joué par plusieurs semi-conducteurs, à savoir le thyristor, le transistor bipolaire, sont les transistors à jonction bipolaire de type NPN, un transistor de type MOS ou une association bipolaire et de MOS qu'on appelle les BJT. Dans tous les cas, la consommation des semi-conducteurs et les composants du hacheur, bien sûr, elle est très négligeable. C'est pour cela que le rendement est toujours au voisinage de 1. Les caractéristiques du hacheur dépendent du type de semi-conducteur utilisé pour les interrupteurs. Alors, il y a plusieurs choix. Vous avez le choix sur le courant permanent en conduction, la tension d'utilisation et la fréquence. Et vous avez plusieurs domaines d'utilisation pour chaque interrupteur. Généralement, les transistors vont être utilisés pour les forts courants et les fortes tensions, mais pour les faibles fréquences. Pour les transistors MOS, ils vont être utilisés pour les basses courants et basses tensions et pour les hautes fréquences. Et le transistor NPN, c'est entre les deux, à peu près entre les deux. Les moyennes courants et moyennes tensions et les moyennes fréquences. Et ça dépend du type de votre fonctionnement que vous allez choisir tel ou tel interrupteur. D'accord? Très bien. Alors ça, on l'a vu aussi. Alors, quels sont les différents types de hacheurs? On a dit que on peut tracer ou bien on peut regrouper nos hacheurs en deux grandes catégories. Vous avez les hacheurs à liaison directe et les hacheurs à accumulation. Ça, c'est très important de le connaître. On a les hacheurs à liaison directe. Vous avez le hacheur dévolteur et survolteur, le sujet de notre cours. Et vous avez les hacheurs à accumulation, c'est une liaison indirecte. Ce sont des hacheurs à accumulation inductive ou bien des hacheurs à accumulation capacitive. Le dévolteur, c'est ce schéma. Le survolteur, c'est ce schéma. Ici, accumulation inductive, regardez la bobine au milieu. Ici, accumulation capacitive, vous avez la capacité ici. Alors, pourquoi on aura besoin de ces quatre schémas? Avant de répondre à cette question, il faut préciser certaines choses. C'est quoi une source de tension et une source de courant? Alors, en électronique de puissance, on souhaite que les sources continues de forte énergie soient en impulsion, bien sûr. Il est alors nécessaire de filtrer le courant ou la tension afin de diminuer l'ondulation et de la grandeur de sortie. Et en pratique, on ajoute toujours un condensateur de forte capacité sur les bornes d'une source de tension. Alors, si vous avez une capacité en parallèle avec une source, ça c'est simulé avec comme mettant une source de tension ST. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Elle va essayer de filtrer, ou bien de laisser passer juste la composante continue. D'accord? Parce que pour la composante continue, vous avez ZC est égal à 1 sur J
c'est oméga. Si vous avez des hautes fréquences, d'accord? Si vous avez des hautes fréquences, celui-là va être similaire à un fil. Elle va laisser passer les hautes fréquences vers la masse que vous avez ici. Ça veut dire qu'il va éliminer les hautes fréquences. Qu'est-ce qu'il va laisser passer? Il va laisser passer juste les faibles fréquences. Parce que si vous remplacez le oméga par 0, le ZC va être égal à l'infini. Celui-là va être égal à un circuit ouvert. Il va laisser passer les fortes courants, les tensions, bien les courants continus de ce côté. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stabiliser, ou bien on va l'appeler une source de tension. De l'autre côté, si vous avez une source de tension enserrée avec une inductance L, ça va être une source de courant. Alors, comment peut-on déterminer est-ce qu'on a une source de tension ou bien une source de courant? Tout simplement, la méthode la plus simple, c'est de voir est-ce que vous avez une capacité en parallèle ou bien une bobine en série. Alors, le courant d'une source de courant ne peut pas varier instantanément, bien sûr, parce que vous avez présence de L, mais la tension, oui, le circuit d'une source de courant ne doit jamais être ouvert, mais il peut être court-circuité. Alors ça, c'est une remarque très importante. Pour une source de courant, vous ne pouvez pas ouvrir, d'accord? Vous ne pouvez pas ouvrir votre circuit, mais vous pouvez le court-circuiter. Pour la source de tension, vous ne pouvez pas court-circuiter votre source, mais vous pouvez l'ouvrir. Il faut garder ça en tête. La charge aussi, elle peut être de type source de tension ou source de courant. Si la charge, c'est une charge inductive, c'est une charge de type source de courant. Si la charge est de type capacitif, c'est une charge de type source de tension. Qu'est-ce qui va se passer si vous reliez les mêmes types de sources? Alors, si vous reliez une source de courant et une charge inductive, dont les courants sont indifférents, cela va entraîner, bien sûr, des fortes surtensions et cela, il est déconseillé, bien sûr, en électricité. De même, si vous reliez deux sources de tension, ça veut dire une source de tension et une capacité, vous allez avoir des très hautes surintensités, chose qui peut endommager votre circuit. Alors, la règle que vous devez relier, il ne faut jamais relier deux types de sources de même, bien sûr, de même type. Ou bien on peut dire deux sources de même type ne peuvent pas être reliées. Source de tension avec une charge de type capacitif, une source de courant avec une charge de type inductif. Alors, ici, c'est un schéma qui, à peu près, résume ce qu'on va découvrir. Alors, ça, c'est une source de tension. Ça, c'est une source de tension. Ça, c'est une source de courant. Et ça, c'est une source de courant. Regardez ici. On a dit que une source de tension, pour qu'elle soit reliée avec une autre source de tension, ça, c'est pas possible directement. D'accord? Et une source de courant, pour qu'elle soit liée avec une source de courant, ce n'est pas possible. Et on a dit que pour une source de courant, elle ne doit jamais être ouverte, mais elle doit être court-circuitée.
Et une source de tension, elle ne doit jamais être court-circuitée, mais elle doit être ouverte. Alors, c'est pour cela, lorsqu'on a une source de courant, de tension ici, regarde. Lorsqu'on a une source de tension liée avec une charge de type inductif, là, on parle d'un hacheur série. Si on a une source de courant liée avec une charge inductive, on parle d'un hacheur parallèle. Si on veut faire la liaison entre une source, par exemple ici, lorsqu'on veut faire la liaison entre une source de tension et une autre source de tension, on ne peut pas faire ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir comme une intermédiaire entre les deux. Une intermédiaire normalement de type quoi? De type inductif. D'accord? Vu que celui-là, c'est une charge, c'est une source de tension et ça, c'est une charge capacitive, ce sont deux sources de tension qui ne peuvent pas être directement liées, mais ils peuvent être liées à travers une intermédiaire de type inductif, qu'on appelle un hacheur accumulation inductive. De même, si on veut lier deux sources de courant, ça veut dire une source de courant avec une charge inductive, on ne peut pas faire ça. On doit passer par une intermédiaire qui est une capacité qu'on appelle le hacheur accumulation capacitive. Regardez ici, une source de tension en série avec une inductance, c'est comme une source de courant. Une source de courant en parallèle avec une capacité, c'est comme une source de tension. Une source de tension en série avec une source de courant, en parallèle avec avec une capacité. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Regardez. Celle-là en série avec celle-là, ça va vous donner une source de courant. Et une source de courant parallèle avec avec une capacité, cela va vous donner une source de tension. De même, ici, vous avez toujours l'inductance qui est la dernière chose qui est en série. Ça va vous donner une source de courant. On va voir toujours qu'est-ce qui existe au dernier lieu pour les sources. Ici, vous avez une bobine, le dernier composant, une bobine, le dernier composant. Ce sont deux sources de courant. Si vous avez la capacité et la capacité qui sont les derniers composants, c'est une source de tension. Règle 1. Une source de tension ne doit jamais être court-circuitée. Règle 2. Une source de courant ne doit jamais être ouverte. Règle 3. Vous ne pouvez pas lier deux sources de même type. Même chose ici. Et c'est pour cela que vous devez utiliser, bien sûr. Regardez par exemple, ici on a une source de tension avec une source de courant. On veut faire le hachage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On aura besoin de deux interrupteurs, de sorte que lorsque, bien sûr, pour un hacheur, ce sont des interrupteurs qui vont s'ouvrir et se fermer. Supposons que on n'a pas cet interrupteur. On a juste celui-là qui va s'ouvrir et va se fermer. Alors, lorsque celui-là, il va premièrement être fermé, on n'a pas de problème. D'accord? Le courant va circuler, pas de problème, mais lorsqu'il va être ouvert, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a franchi la qui nous dit que la source de courant ne doit jamais être ouverte. D'accord? C'est pour cela qu'on va ajouter le deuxième interrupteur. Le rôle du deuxième interrupteur, c'est de faire quoi? Lorsque celui-là est ouvert, il va se fermer directement pour assurer toujours la fermeture de la source de courant. Ça, c'est juste un exemple qu'on va voir. Alors, commençons premièrement par le hacheur série, qu'on l'appelle en anglais le hacheur de type back. Qu'est-ce que vous avez ici? Ici, c'est votre source. Ici, c'est votre charge. Regardez ici. Vous avez un interrupteur bidirectionnel à fermeture et ouverture commandée.
C'est un thyristor dans ce cas. Et ça peut être bien sûr un transistor, ça peut être un IGBT, etc. Et vous avez une diode ici qui va jouer le rôle de la roue libre. Vous avez une source de tension. Et ici, vous avez une charge de type source de courant. Pourquoi? Parce que c'est une charge de type inductive. Et là, vous avez un condensateur, ici. Tout cela, on peut l'assimiler à ce graphe ici, bien sûr. Vous avez deux cas. Le premier cas, vous avez votre interrupteur qui est fermé. C'est dans la période qui est entre 0 jusqu'au alpha t. D'accord? Et de 0 jusqu'au alpha t, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir votre interrupteur qui est fermé là. Le courant va circuler dans ce sens. Il va être divisé normalement en deux. Cette diode, elle sera bloquée vu qu'elle ne peut pas laisser passer les courants dans ce sens, bien sûr. C'est pour cela qu'il va être assimilé à un circuit ouvert. De l'autre côté, vous avez bien sûr votre interrupteur qui est fermé, c'est de alpha t jusqu'au t. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr l'interrupteur ici qui est ouvert. Et vous avez bien sûr maintenant la roue libre qui va laisser passer le courant ou bien l'énergie emmagasinée dans la bobine circuler dans ce sens. Bien sûr, les diodes vont laisser passer le courant dans ce sens, ainsi on aura un circuit fermé dans ce cas. Alors ici, on a respecté les règles qui existent, ça veut dire on n'a pas court-circuité notre source de tension et on n'a pas ouvert, bien sûr, la source de courant. Essayons de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des grandeurs électriques. Alors, de 0 à alpha t, vous avez votre interrupteur qui est fermé. Le E, bien sûr, si on va faire la loi de May ici, le E va être égal à RI plus LDI sur DT. Ça va être bien sûr une équation différentielle. La solution de cette équation différentielle est égale E sur R, facteur de 1 moins alpha moins exponentielle moins T sur T. À t est égal à 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 0. Pourquoi? Parce que exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Et il va bien sûr augmenter jusqu'à un certain E sur R. C'est la phase qu'on peut dire que de décharge. Maintenant, lorsque vous avez un interrupteur qui est ouvert, essayons de faire la loi de May ici. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr V, c'est RI, plus LDI sur DT, bien sûr, va être égal à 0. Alors, la solution de cette équation différentielle va vous donner que le I de t est égal à E sur R exponentielle moins t sur T, avec le taux est égal à combien? Le taux, normalement, c'est L sur R. Alors, à 0, vous allez avoir, bien sûr, à 0, ici, vous allez avoir de E sur R jusqu'au 0 lorsque le T va être égal à l'infini, qu'on appelle la phase de décharge. Ici, vous avez une simulation. Ça, c'est 0 jusqu'au alpha t. Ça, c'est de 0 jusqu'au alpha t. Et ça, du alpha t jusqu'au t. Ça, c'est une période. Avec le alpha, c'est le rapport cyclique. C'est une autre période ici, ici une autre période, etc.
Alors, dans la première phase, vous avez votre interrupteur qui est fermé. On aura bien sûr une charge. Et ici, une décharge. Regardez, une décharge qui va pas laisser bien sûr l'énergie emmagasinée dans l'inductance se décharger totalement. Mais il va y avoir une énergie rémanente. Une autre fois, lorsqu'on va fermer notre interrupteur, il va commencer à partir de cette valeur. Il va se charger, décharger, charger, décharger. Il va se stabiliser comme ça. D'accord? Alors ça, c'est pour un certain T1. Bien sûr, L sur R. Si on choisit bien sûr le T2 supérieur à T1, ça veut dire que si on augmente la valeur de l'inductance et on diminue, ou bien en diminuant la valeur de la résistance, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr la courbe T1. Mais si la valeur de T2 est faible, on a la charge de la phase de charge et la phase de décharge qui vont prendre bien sûr la courbe exponentielle. D'accord? Mais lorsqu'on va utiliser des grandes valeurs de L ou bien on va minimiser la résistance, on va voir que ces courbes, on peut les représenter comme des droites et non plus des exponentielles. D'accord? Pour certaines valeurs de L et R, lorsque le taux elle est très grande, les portions ici peuvent être assumées à des droites et non pas des exponentielles. Et c'est ce qu'on va voir, ou bien c'est ce qu'on va faire par la suite. Très bien. Alors, essayons de faire une étude de cas. Sans un hacheur série de type BAC. Et on a dit qu'on va assimiler ces courbes comme étant des droites. Alors, soit un moteur MCC à excitation séparée, ça c'est l'induit de votre moteur. Généralement, l'induit sera représenté par le schéma équivalent, bien sûr une résistance en série avec une inductance, en série avec une FEM. Alors, à excitation séparée, donc son induit est représenté dans le circuit ci-dessous. Supposons que la chute de tension au bornes de R est négligeable, ainsi que la diode à roue libre que vous avez ici et l'interrupteur K que vous avez ici sont parfaits. Ça veut dire qu'ils ne vont pas causer des chutes de tension. L'inductance L' est suffisamment grande pour avoir un courant, bien sûr, IC ininterrompu. Toujours, on a bien sûr le courant IC qui va être ininterrompu dans ce cas. Il ne va jamais revenir à zéro. Alors, essayons de voir le fonctionnement. De 0 à alpha t, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre interrupteur qui est fermé. Dans alpha, c'est le rapport cyclique qui peut prendre des valeurs de 0 à 1 ou bien de 0 à 100%. Alors, vous avez le VK. La tension au vent de votre interrupteur, elle est nulle. Pourquoi? Parce que ce schéma, il peut être représenté par, bien sûr, bien cet interrupteur va être fermé, un circuit fermé, et celui-là, c'est un circuit ouvert. La tension VK va être égale à 0. La tension VC, ici, va être égale à E. Et VD va être égal à moins 1. VD, c'est la tension au bord de la diode. Ils sont opposés, c'est moins 2. Le IS, c'est égal à IC. Bien sûr, le IS, c'est le courant de la source vers la charge. Ils sont égaux. Et le ID va être égal à 0, c'est le courant qui va traverser la diode, puisque la diode, elle est bloquée. Alors, à partir de ça, on peut faire notre équation. VC est égal à E, bien sûr, ainsi que le E, ou bien le VC est égal à combien?
VC aussi est égal à la FEME' plus le LDCIC sur DT. D'accord? Bien sûr, si on suppose que notre résistance, elle est, parce que regardez ici, vous avez la résistance, elle est négligeable. Ça veut dire ici, c'est comme si on n'a pas cette résistance. Alors, si on néglige cette résistance, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, normalement, ça va être plus RIC. Puisque celle-là est négligeable, on peut l'éliminer. Alors, on a quoi? On a le 1 moins E' est égal à LDIC de T sur DT. Ça veut dire que le IC de T sur le IC de T est égal à 1 moins E' sur L en fonction de T, c'est l'intégrale bien sûr, plus une constante, parce que toujours dans l'intégrale, vous devez ajouter une constante. Et dans notre cas, on va voir c'est égal à combien cette constante. Et on va revenir sur l'état initial. À t est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? À t est égal à 0, on a le IC de 0, normalement, va être égal à IC minimal. On va commencer de l'état minimal, qui est égal à une constante. Et on va avoir l'équation finale que le IC de T, le courant IC, est égal à 1 moins E' sur L en fonction de T plus IC min, et on va garder bien sûr cette équation. Maintenant, on va voir, ça c'était bien sûr du 0 jusqu'au alpha T. Le courant commence d'une valeur minimale vers une valeur maximale. Maintenant, on va voir, alors regardez, on va représenter ces valeurs qu'on a eues ici. Vous avez le VC qui est égal à E. Vous avez le VK qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est un circuit fermé. Comme ça. Vous avez le IC qui commence d'une valeur I min. Ça, c'est min. Et il va augmenter. N'est-ce pas? Et il va augmenter parce qu'on a cette valeur. Vous avez le ID qui est égal à 0. L'UIS, normalement ici, va être égal à quoi? L'UIS va être égal à IC. C'est ce qu'on a fait. Le VD, regardez, elle est opposée à VC. Ça veut dire qu'elle va être égale à moins E. Ça, c'est E. Dans l'autre cas, c'est de alpha T jusqu'au T. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a maintenant la diode qui sera passante. Pourquoi? Parce qu'on a l'interrupteur qui va être ouvert. D'accord? Et le courant va circuler dans ce sens. Laissant par la suite la diode qui va être passante. Elle va jouer la diode à roue libre. Elle va jouer le rôle de roue libre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ouvrir un circuit inductif. Alors, dans ce cas, le VK va être égal à VE, n'est-ce pas? Parce que la tension ici va être passante, la diode va être passante, VD va être égal à 0. La loi de May ici, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Que le E est égal à VK. Le IS va être égal à 0. Pourquoi? Parce que l'interrupteur il est ouvert. Le ID va être égal à IC. Le courant dans la diode va être égal à IC. C'est celui qui passe par le récepteur. Ainsi, on peut faire que le VC, puisqu'il est égal à 0, est égal à E' plus LDIC sur DT. Et à la fin, on a le IC qui est égal à moins E' sur L, facteur de T moins alpha T. Pourquoi on n'a pas commencé de 0? Parce que, bien sûr, ici, on a commencé à alpha T jusqu'au T. Ça veut dire qu'il faut faire un décalage, un retard, bien sûr. Et ce retard, c'est à l'ordre de alpha T. On a commencé à alpha T, non pas à 0 comme le premier cas. Plus une constante. Cette constante est égale à combien? Normalement, on va commencer puisque, premièrement, on a commencé d'une valeur min, il va augmenter. Dans le cas, il va commencer d'une valeur
maximale. Il va atteindre la valeur maximale du courant. Cette constante va être IC max. Essayons de tracer ces valeurs. Bien sûr, le VC va être égal à 0. Le VK va être égal à E. Le IC, elle va maintenant diminuer. Le ID est égal à IC. Le IS est égal à 0. Et vous avez le VD qui est égal à 0. Et ainsi, on va répéter. Ça, c'était une période. Et les autres périodes, ils vont prendre, bien sûr, le même schéma que cette période-là. Ainsi, on va tomber sur la valeur finale, ou bien le graphe que vous voyez ici. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur moyenne de la tension. Comment peut-on la voir? C'est la valeur moyenne de la tension VC. C'est égal à combien? C'est 1 sur T, l'intégrale 0 à T, VC de T fois dt. La période, c'est T. Elle est vraie pour 0 jusqu'au alpha T. Elle va avoir le E. Bien sûr, vers la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est 1 sur T. C'est quoi l'intégrale de E? Normalement, c'est ET. D'accord? 0 alpha T. Elle va vous donner combien? C'est alpha E. Alors ça, on l'appelle le hacheur serré ou bien le hacheur des volteurs, puisque le alpha prend des valeurs de 0 jusqu'au 100%. Ça veut dire que le résultat final va être toujours inférieur ou égal à la valeur de la tension d'alimentation. À partir de ça, on peut tirer certaines équations qui sont très intéressantes. Alors, on a trouvé la première fonction dans la phase 1, c'est lorsque l'interrupteur est fermé. On a trouvé cette équation dans la phase 2, lorsque votre interrupteur il est ouvert. À partir de ces deux valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le IC de T qui est égal, bien sûr, à E moins E', ou bien, essayons de voir le I à alpha T, bien sûr, à l'instant alpha T, qu'est-ce qu'on va avoir? Remplaçons ici le T par alpha T. Alpha grand T. On va avoir E moins E' sur L alpha T plus IC min, ce que vous avez ici. Et pour cette équation, essayons de remplacer le T par alpha grand T. Qu'est-ce qu'on va avoir? Cette équation va être égale à 0. Qu'est-ce qui va rester? C'est le IC max. Alors, le IC alpha T est égal à celle-là, est égal à celle-là. Et si on suppose que le delta IC est égal IC max moins IC min, on va avoir que le delta IC est égal à E moins E' sur L alpha T. Très bien. On sait que aussi le IC à cet instant-là, à l'instant T, est égal à combien? Essayons de remplacer dans la première équation le T par T. Qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, prenons cette équation maintenant. À cet instant ici, essayons de remplacer. Bien sûr, prenons cette équation. Essayons de remplacer le T par grand T. Et de même, essayons de remplacer ici le T par le grand T. À l'instant T, vous allez avoir, ici c'est, normalement ça va être égal à 0. Et ici, si vous remplacez, il va vous donner cette équation. Ça veut dire que maintenant, on a le IC max et on a le IC min. On peut trouver le delta IC.
Et le delta ici va être égal à E' sur L, facteur de L moins alpha t. Très bien. Et si on fait bien sûr si on remplace certaines valeurs, on va trouver que le E', bien sûr, tout cela il est détaillé ici, que le E' est égal à E fois alpha. Alors, le delta ici, c'est E moins E' sur L, facteur de alpha t, ainsi que le E' est égal à E fois alpha. Essayons de les remplacer ici. Et on va trouver que le delta ici, à la fin, est égal à cette valeur. Bien sûr, le F, d'où vient le F? Parce que le T est égal à 1 sur F. Cette chose, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle nous permet de trouver la valeur maximale de delta de cet intervalle. Bien sûr, le delta ici, c'est cet intervalle. C'est le IC max moins le IC min. Quelle est la valeur maximale qu'on peut avoir pour cet intervalle? Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivée delta IC sur dt lorsqu'elle est égale à 0. Et on va trouver que la valeur maximale, c'est E sur 4LF. Elle va être la valeur maximale, on peut l'atteindre à alpha est égal à 0,5. Et la valeur maximale qu'on peut atteindre à alpha est égale à 0,5. On va revenir ici, remplacer le alpha par 0,5 et on va trouver que égal à E sur 4LF. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut diminuer cette ondulation. Ça veut dire diminuer la valeur maximale de l'ondulation. Comment peut-on la diminuer? On a deux choses. Soit on va augmenter l'inductance ici. Si on augmente l'inductance, le delta IC elle va diminuer. Soit on augmente la fréquence. D'accord? On augmente la fréquence ou bien on va diminuer ces périodes T. C'est la même chose. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir un IC qui est lisse, non pas ondulé. Et on a trouvé, bien sûr, que pour faire ça, il faut augmenter la valeur d'inductance. Elle doit être assez grande, ou bien augmenter la fréquence, ou bien diminuer la période. Alors, le H série se comporte comme un transformateur de courant continu AVSeur de rapport de transformation alpha continuellement variable de 0 à 1. Et pour ces raisons, il est souvent appelé H des voltas. Et en réalité, le H n'est pas 1, mais il est supérieur à 0,95, qui le rend bien sûr très sophistiqué. On peut dire qu'il a un très bon rendement. Alors de même, pour le hacheur parallèle, qu'on l'appelle le hacheur boost, qu'est-ce qu'on a? Le hacheur boost, tout simplement, vous avez une source de courant qui va alimenter une charge de type capacitif. Regardez ici l'interrupteur bidirectionnel à fermeture et ouverture commandée. Il est en parallèle. C'est pour cela qu'on l'appelle hacheur parallèle. Et la diode à roue libre, elle va être là. On va pas l'appeler diode à roue libre, mais c'est la diode qui va assurer le bon fonctionnement de votre hache. Ça, c'est le cas lorsque vous avez l'interrupteur, il est fermé. D'accord? Et ça, c'est le cas lorsque votre interrupteur, il est ouvert. On ne va pas trop détailler ici. Ce qui nous intéresse, bien sûr, toutes les équations ils sont mentionnées ici pour le fonctionnement de hacheurs parallèles. Alors, de 0 à alpha t, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir le cas qui est fermé. Vous allez avoir le Vs est égal à 0 parce qu'il va se comporter comme un fil conducteur. Et on va avoir que, dans ce cas, le Vd est égal à moins Vc.
Et lorsque maintenant le VD est égal à moins VC, vous avez la tension aux bornes de la diode, elle est négative, ça veut dire que vous avez une diode bloquée. Tout simplement, vous avez le ID est égal à 0, le IS c'est égal à ISK et à IK. Et vers la fin, en faisant la même logique pour le H sur série, on va voir que le IS de T est égal à E' sur L, facteur en fonction ou bien fois T, plus un IS max. Et ça, c'est le traçage de votre fonction. Vous avez le VS égal à 0, le IS, c'est celle-là. Le IK est égal à IS, vous avez le ID est égal à 0 et le VD, elle est négatif. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir ici que votre interrupteur il est ouvert. C'est un circuit ouvert. Ainsi, maintenant, votre diode elle va être passante. Parce que le courant maintenant va circuler dans ce sens. D'accord? Ça, maintenant, c'est votre alimentation. Et ça, c'est votre source. Parce que le courant, regardez, il circule dans ce sens. C'est clair? C'est comme si on a pris, bien sûr, c'est celui-là. C'est une source de courant qui va alimenter une source de tension. Supposons qu'on a inversé, bien sûr, ces deux. Et on a inversé tout le circuit. Maintenant, la diode, elle est là. Le courant, maintenant, il circule dans ce sens. On va tomber dans ce schéma. C'est une source de courant qui va alimenter une source de tension. Ou bien c'est comme si maintenant le moteur il va se comporter comme une génératrice. Le courant va être dans ce sens. L'énergie va être dans ce sens. Bien. Alors en faisant la même logique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que le IS de T est égal à E'-VC. Bien sûr, vous devez suivre toute cette démonstration que j'ai déjà envoyée et qu'on a déjà fait. On va voir que le IS est égal à cette équation. C'est la deuxième phase lorsque vous avez votre interrupteur qui est ouvert. Et par la suite, ce qui nous intéresse, c'est la valeur moyenne. Alors, la valeur moyenne qu'on a trouvée, c'est le VC, la valeur moyenne de VC, la tension aux bornes, bien sûr, de la charge, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être supérieure à E'. D'accord? Elle va être supérieure à E', bien la FEM que vous avez déjà. Pourquoi? Parce que elle va être égale à E' sur 1 moins alpha. Puisque le alpha c'est de 0 jusqu'au 1, vous allez avoir une tension qui est supérieure qui va permettre de charger votre... Ou bien, elle va permettre de charger vos batteries. Supposons que ça, ce sont des batteries ici. Et ça, c'est votre moteur. Dans la première phase, il va fonctionner lorsqu'on va utiliser le hacheur série. C'est les batteries qui vont alimenter votre moteur. Et dans la deuxième phase, c'est le moteur qui va se comporter comme une génératrice qui va alimenter votre batterie. Très bien. On a aussi bien sûr les hacheurs réversibles en courant et les hacheurs réversibles en tension. Tout cela, c'est pour laisser passer ou bien faire fonctionner le moteur dans les 4 cadrans qui existent. Alors pour le hacheur série, on va fonctionner dans le premier cadran. Les cadrans que vous avez, c'est vous avez un courant ici et la tension ici. La tension, c'est comme la vitesse, le courant, c'est comme le couple. Parce que la tension, ou bien la vitesse, elle dépend de la tension, et le couple, il dépend bien sûr du courant. Lorsqu'on parle de tension, c'est comme si on parle de la vitesse, bien du sens de rotation. En changeant les bornes de, bien sûr, l'alimentation, on va changer le sens de rotation. Et en changeant la direction du courant, on va changer, bien sûr, le couple du moteur. Alors, pour le premier cadran, c'est pour le hacheur série que vous avez. Pour le deuxième cadran, c'est le hacheur parallèle.
Et ça, c'est la liaison qui regroupe les hachures série et le hacheur parallèle dans un seul sens. Nous, notre rôle, c'est de faire fonctionner. Regardez, le sens de rotation, c'est le même, mais le couple, il est bien le sens du courant, une fois dans ce sens, l'autre fois dans l'autre sens. C'est le couple qui va changer. Nous, on veut faire fonctionner le hacheur dans les 4 quadres. C'est pour cela qu'il existe des hacheurs réversibles en courant. Ils vont permettre de laisser passer le courant dans notre sens et un courant dans l'autre sens, mais en gardant la tension dans un seul sens. Il y a aussi le hacheur réversible en tension. Il va laisser passer le courant dans un seul sens. C'est ça son schéma. On l'a déjà détaillé. Mais la tension, une fois dans ce sens et une fois dans l'autre sens. Alors, la combinaison entre les hachures réversibles dans courant et en tension va vous donner bien sûr un hacheur 4 quadrants qui va permettre de faire fonctionner le moteur dans ces 4 quadrants. Ça veut dire, dans un seul sens de rotation, il peut se transformer comme un moteur, comme il peut se transformer comme une génératrice. Ça veut dire quoi un seul sens de rotation? Supposons que vous avez une voiture, d'accord, qui roule dans ce sens. Bien sûr, les roues, ils vont dans ce sens. Une fois le moteur, c'est lui qui va, bien sûr, entraîner dans ce sens. Vous avez fonctionnement moteur. Bien sûr, c'est les batteries qui vont alimenter les moteurs pour pousser la voiture dans ce sens. Mais supposons qu'on a une pente, la voiture, elle va descendre grâce à la gravité. Bien sûr, elle va toujours tourner dans un sens. Mais bien sûr, elle peut se comporter comme une génératrice qui peut, bien sûr, recharger